Noria la jeune fée. Premier acte. L'attaque de Natla. Chapitre 1. Course-poursuite. Un course-poursuite. La nature nous offre le bonheur de soi, la sagesse de l'esprit et la confiance spirituelle. Mais ces forêts sont synonymes quelquefois de peur et de méfiance. Elles cachent de nombreuses énigmes et ces labyrinthes perdus où règne de véritables labeurs pour traverser des terres sombres, humides et résonnant de sons au bruit des pas de mystérieux endroits que l'on tente d'éviter, par peur ou par méfiance. On peut entendre en ce jour de clémence du soleil, des bruits de pas qui laissent entendre une course, une débandade solitaire, dont l'acteur est source d'interrogation. Une respiration ardente et profonde se fait entendre, ou du moins d'étonnants essoufflements et petits cris de souffrance bâtis sur la fatigue comme si la personne qui s'est aventurée ici est certes, très pressée mais au point de se blesser par les écorchures d'écorces d'arbres ou le claquement des branches sur le corps, ou bien même les insectes innocents qui cherchent à se protéger en attaquant leur proie qu'ils croient être attaqués par le pauvre individu qui se débat sans cesse dans cette forêt très sombre. L'acteur en question est bel et bien un humain, un individu. Par ses essoufflements et ses cris, ou encore ses mots incorrigibles liés à sa souffrance des obstacles du lieu, l'individu semble être un enfant, peut-être d'une dizaine d'années, hautaine 3 pommes. À l'horizon de la forêt, l'enfant finit son parcours. Il apparaît enfin sur l'herbe, la terre ferme, se dit-il. L'enfant est un garçon. À son accoutrement, il ressemble plutôt à un apprenti guerrier au lieu d'un innocent petit homme. On peut deviner qu'il cherche quelque chose, ou a terminé une mission à accomplir. Le garçon a 7 ans environ. Il est de peau blanche légèrement couvert de coups de soleil très récents. A-t-il parcouru un très long chemin? Oui, certainement. Le petit guerrier a les cheveux châtains et de petits yeux bleus pétillants grattés par la sueur des joues. Le garçon porte le diaccoutrement, fait d'un bustier et de haut de cuisse en cuir fait de peau de taureau. Il porte une ceinture en fer brillant aux rayons de la lumière, ornée d'un petit couteau qui y est accroché, qui balance au rythme des mouvements incessants du garçon très agité. Un sac de cuir de taureau avec une corde de bois est accroché à son épaule. Le sac est froissé et très sale, mais plutôt volumineux, regorgeant de choses curieuses au vu de son aspect, l'on peut deviner des livres, de l'eau, soit des denrées et choses laissant des traces sur le cuir malgré tout. Le garçon reste alors stoïque devant la majestuosité des monuments à une centaine de mètres devant lui. Un spectacle extraordinaire s'offre alors, une merveille de la nature, c'est-à-dire un très grand lac bleu miroitant les ponts de pierre circulaires, séparant une gigantesque métropole des ports fluviaux attenant des vaisseaux et non de simples embarcadères, démontrant une ville débordant de sophistication. Le jeune guerrier ne semble pas être étonné du tout. Il se met alors à courir, filant à toute vitesse dans les rues de la ville, frottant les murs des grandes habitations peints en blanc cassé. Mais en réalité, tous les monuments et maisons sont de la même couleur. On peut même se demander si les habitants avaient choisi cette couleur, sorte de couleur neutre. Pas de peinture blanche pour les rayons de soleil qui seraient néfastes, et ni noir pour le froid, probablement. Mais les rues désertes, très propres, sont lézardées par le jeune garçon, qui court encore et encore, tel un serpent qui entoure sa proie. Sa proie. Si le jeune garçon ne regarde sans cesse un gigantesque bâtiment à toit triangulaire, orné d'un jardin somptueux de 1000 couleurs, notre fameux reptile arpente les longs chemins un peu argileux mais faciles à franchir pour mener à l'entrée d'un temple, et non d'un monument que l'on peut supposer historique. Ce n'est pourtant, heureusement ou non, un monument oublié, son musée ne peut exister, car là où cet édifice est construit est placé sur les montagnes d'une très grande métropole fidèle à la force et la croyance de soi-même, l'Atlantide. Si la métropole est si vivante comme on peut y supposer, pourquoi donc le jeune guerrier se précipite à la porte de ce bâtiment? Ce dernier,
très agité, montre des signes de psychose, voire d'obsession. On peut comprendre les pathologies qu'il développe depuis sa course dans la forêt. Mais on comprend son agitation et, au vu de son état d'âme à supposer ce qu'il paraît être, développe une envie, voire une très forte obligation obsessionnelle à entrer dans l'édifice. Seulement, ce garçon avait couru si vite dans les rues de la métropole qu'il ne puisse réaliser, en cet instant funeste, l'absence des habitants, ainsi soit-il en dehors ou en dedans de leurs maisons respectives. Notre jeune garçon baisse les bras aussitôt devant l'entrée, le dos voûté, semblant déjà être convaincu de ne jamais pouvoir ouvrir la gigantesque porte de métal ornée de systèmes d'ouverture électronique. En fait, celui-ci dégage alors un soufflement ralent, et prend alors son sac, et en sortit un livre, vieux et aussi épais tel un grimoire. Notre jeune garçon s'assoit alors sur le sol granuleux bien chaud, et prit plus de 10 minutes pour trouver la page du livre qui correspond à la situation du moment. Les pages du livre sont écrites en atlante, ce qui prouve bien que le petit guerrier a appris la langue et l'écrit de ce continent, et au vu de son espèce d'habitude à serpenter la métropole sans se perdre, il semble qu'il serait atlante. Ce dernier doit alors composer 2 codes à 4 chiffres sur 2 claviers de 1 à 10. Même s'il possède les codes, le jeune guerrier intrépide essaie alors d'utiliser ses 2 mains pour appuyer sur les 2 claviers en même temps. Mais être droitier et gaucher en même temps est la seule manière de pouvoir faire cette manipulation, tout autant que les 2 codes doivent être saisis en même temps. Notre héros est donc non seulement trop petit de taille et de bras, et juste droitier. Ces handicaps font offense au petit garçon, qui doit trouver un moyen d'ouvrir la grande porte du temple, afin de terminer sa quête, à en juger tous les efforts qu'il a faits pour arriver jusqu'au sommet de la montagne d'un des futurs 10 royaumes. Mais devant l'impossible, notre garçon si courageux pense alors que sa mission, comme il prétend accomplir, s'achève ici. Il n'y a plus d'espoir. Pourtant, le petit homme ne dégage aucun mot, ne râle point et ne pleure même pas. Un signe digne de guerrier fort et caractériel. Quelques instants plus tard, il se fait alors attraper par le dos et puis voir que la personne ou la créature qu'il a attrapée est grande et forte, mais d'aucune amabilité. Le jeune garçon ne dit toujours rien, mais pense que l'on lui prêta main forte. En effet, car on entend alors les petits claviers biper et la grande porte mécanique s'ouvrir. L'être qui porte notre ami ne fait que grogner, et pire encore, on peut alors entendre des sons de craquement d'os et de substances visqueuses qui se traduit par de la viande qui se tord, par exemple. La créature, invisible aux yeux du guerrier, car celui-ci ne peut se retourner via la force à laquelle il est accroché au bras de celle-ci, commence alors à marcher doucement dans le grand couloir de l'édifice. Le jeune garçon grince alors des dents quand la créature posa un pied au sol bien lisse et brillant comme un miroir. Les sons des pas ressemblent à des morceaux de viande crue que l'on claque au sol, comme un marchand de viande qui lui aussi claque la chair sur une planche de bois, pour bien l'étaler afin de la couper avec délicatesse. La situation n'est pas du tout comme le boucher et sa tendre viande du marché, certes, mais le petit guerrier se sent alors transporté de force par la créature qui marche si lentement que l'on peut imaginer une marche nuptiale. Quelques minutes plus tard, notre courageux guerrier se prend une porte en bois massif en pleine figure. Un plaquage si viol que le sang se laissa sentir couler sur le visage de notre héros. Qu'importe, selon lui, ce qu'il puisse lui arriver. En tant que guerrier, la souffrance est un obstacle parmi d'autres. Soudainement, celui-ci se voit alors se faire jeter violemment au sol. Il perd alors connaissance juste après avoir vu un peu de son sang couler sur le sol lisse et sentir une très forte douleur au front. Cette œuvre est la propriété de Yafepic Studio Noria la jeune fée écrit par Jean-François Poirier. Pour plus d'informations, consultez le site web yafepic.free.fr ou sur Facebook, yafepic.studio, page Noria la jeune fée.
Merci d'avoir écouté ce chapitre.